Salut à tous, on se retrouve comme en chaque début de mois pour faire la watchlist du mois précédent. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne au cas où, la watchlist c'est une vidéo où je regroupe tous les films, toutes les séries ou tous les bouquins en rapport avec l'horreur que j'ai vu dans le mois précédent mais qui ne nécessitaient pas forcément à chaque fois une vidéo individuelle. On commence tout de suite avec les films que j'ai vus au mois de juin et pour commencer le mois j'avais regardé le film The Black Coat Daughter qui est le premier film réalisé par Os Perkins. Os Perkins, je vous le rappelle, il a réalisé cette année Gretel et Hansel que j'avais vraiment adoré. J'avais pas encore eu l'occasion de voir son tout premier film, c'est chose faite. Je suis assez mitigée en fait sur le rendu du film. On suit deux jeunes filles qui sont dans une sorte de pensionnat de jeunes filles qui sont laissées là pendant les vacances scolaires par leurs parents. Leurs parents sont pas venus les chercher, on ne sait pas trop pourquoi. Et il y en a une qui est forcée de veiller sur l'autre, sauf que la plus jeune, elle commence à avoir des espèces d'hallucinations. Et il y a tout un délire avec le diable qui est fait, qui est assez particulier. C'est un film vraiment d'ambiance, vraiment un film d'atmosphère. C'est pas mal, mais ça traîne peut-être un petit peu trop en longueur. Le rebondissement, moi j'ai vraiment sourcillé parce que sur le coup j'avais pas compris le rebondissement et j'avais pas compris l'histoire. Mais en réfléchissant mieux, je me suis dit c'était peut-être un petit peu trop tiré par les cheveux. Ça manquait peut-être un peu de subtilité. Après le casting il est quand même intéressant. En tête il y a Emma Roberts que j'aime beaucoup. Mais à côté de ça, voilà, c'est peut-être juste à voir pour la découverte, pour voir toute la filmo du réalisateur. Mais franchement je suis très mitigée. Ensuite j'ai vu le film Lizzie qui est disponible sur Amazon Prime. C'est un film, pas vraiment un film d'horreur, mais c'est un film qui parle d'un fait réel qui s'est passé il y a plusieurs années de ça. C'est l'histoire de Lizzie Borden, peut-être que vous la connaissez. C'était une jeune fille de bonne famille qui un jour a été accusée d'avoir assassiné à la hache son père et sa belle-mère. Au final elle a été acquittée parce que tout le monde considérait qu'une jeune fille de bonne famille comme elle ne pouvait pas être responsable d'un tel meurtre, donc voilà, elle n'a rien eu. Et ici on va vraiment voir la relation entre Lizzie et une femme de chambre avec qui elle commence à avoir une relation amoureuse et comment elles auraient plus ou moins manigancé le meurtre des parents. J'ai trouvé ça cool. Dedans il y a Kristen Stewart que j'aime énormément et Chloé Sevigny. C'est pas mal, c'est intéressant, c'est un point de vue voilà qui est assez original par rapport à l'histoire parce qu'effectivement on ne sait toujours pas ce qui s'est vraiment passé à ce moment là, mais en tout cas ça valait le coup d'œil. J'ai vu ensuite le film The Wretch, je ne sais pas du tout comment on le prononce, je suis désolée. C'était un film dont j'attendais pas grand chose parce que je pensais que ça allait être un délire un peu adolescent. Sauf qu'au final j'ai eu une bonne surprise en le regardant parce que le film est assez original, il y a de très bons effets spéciaux, c'est surtout ça que j'ai beaucoup apprécié. Il y a beaucoup d'effets qui sont artisanaux j'ai envie de dire et pas des effets numériques à chaque fois. Il y a des très bons maquillages, j'ai beaucoup aimé cet aspect là du film. Après la fin est plutôt surprenante. On suit un jeune homme qui suspecte plus ou moins sa voisine d'avoir un comportement étrange. Il y a une espèce de délire un peu de Wendigo dans l'histoire. J'ai bien apprécié. C'était pas le film de l'année, mais en tout cas c'était un bon petit film d'horreur qui a pas mal buzzé parce qu'apparemment c'est un film d'horreur qui devait sortir aux États-Unis en salle, mais qui au final, à cause du confinement, n'est pas sorti en salle, mais il est sorti dans les drive-in. Et les gens ont eu un engouement terrible pour ce film-là. Alors peut-être parce que c'était le seul film d'horreur qui est sorti à ce moment-là, et le délire drive-in, voilà, ça a beaucoup plu aux gens. Mais en tout cas c'est un film qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis. Est-ce que c'est mérité d'en parler autant? Je sais pas, mais en tout cas j'ai passé un super bon moment en le regardant. Ensuite j'ai vu le film Possum et si je rigole en parlant c'est parce que le soir j'ai très mal dormi après avoir vu ce film, donc je sais pas si c'est lié, mais en tout cas c'est un film qui est vraiment hyper perturbant. On m'avait envoyé la bande-annonce il y a assez longtemps quand il était prévu de sortir. J'avais beaucoup aimé la bande-annonce, il y a une ambiance hyper glauque, hyper dérangeante qui s'en dégage. Et le film est vraiment hyper particulier. Franchement je sais pas si je pourrais le recommander à tout le monde tellement c'est perché. On suit un marionnettiste qui est plus ou moins hanté par sa marionnette. Il retourne vivre chez son oncle qui est hyper bizarre, qui vit dans une maison dégueulasse. On sent qu'il y a un passé franchement lourd dans sa famille. Et on sent que voilà, l'incarnation de la marionnette c'est un petit peu la représentation de tout ce que le marionnettiste a vécu pendant son enfance. Donc c'est hyper psychologique comme genre d'horreur. Il y a des scènes qui sont assez bizarres visuellement parlant, ne serait-ce que le visuel de la marionnette qui est franchement épouvantable. Il y a une bonne interprétation, mais c'est vraiment le genre de film hyper glauque où les personnages sont épouvantables, ils vivent des situations qui sont affreuses, ils sont dans des décors qui sont dégueulasses.
Franchement, c'est pas le genre de film à regarder si vous êtes un peu déprimé ou quoi que ce soit. Et voilà, c'est le genre de film où il faut avoir envie de se triturer un peu les méninges pour le regarder, parce que faut vraiment y cogiter, je pense, pour vraiment comprendre tous les tenants et les aboutissants du film. Ensuite, j'ai donc vu le film Antrum, dont je vous ai fait une vidéo sur la chaîne, je vous mettrai le lien en haut à droite. C'est un film, voilà, je vais pas m'étendre dessus une deuxième fois, mais en tout cas c'est un film que j'ai beaucoup aimé. C'est un documentaire, donc c'est une fausse histoire qui est brodée autour d'un long métrage. Le long métrage est assez bateau, on suit un petit gamin et sa sœur qui vont enterrer leur chien dans la forêt pour essayer de libérer son âme de l'enfer. Et autour de ça, il y a tout un faux documentaire comme quoi le film serait maudit, que tous les gens qui l'auraient vu seraient morts, etc. Mais en tout cas, juste pour le délire qu'il y a autour du film, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, où on fait venir des intervenants qui sont des gens du cinéma, qui ici vont témoigner en disant qu'ils ont entendu parler de ce film, que oui effectivement les gens qui l'ont vu sont morts. J'adore ce genre d'histoire, donc je pouvais que être déjà emballée avant même de voir le film. Ensuite j'ai vu le film Night Shot sur la plateforme Shadows. Pareil, je vous en ai fait une vidéo individuelle plus un live que j'ai fait avec Arnold de la Grande Entrée et Aurélien qui travaille chez Shadows, donc je vous en ai largement parlé de ce film là. C'est un film que je continue à défendre parce que je l'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il est original, c'est un film français, c'est un film à très petit budget, avec pas une équipe de professionnels. Donc c'est vraiment le genre de projet que moi j'aime soutenir, que j'ai vraiment envie de faire connaître. Donc voilà, Night Shot, si vous l'avez pas encore vu, je vous le recommande chaudement. C'est un fan footage sur une youtubeuse qui a une chaîne d'urbex qui va visiter un sanatorium qui est réputé pour être hanté, et forcément la soirée va très très mal se passer pour elle. Et la particularité c'est que voilà, pendant le film elle est censée être en live sur sa chaîne. Donc c'est vraiment un film pareil avec un concept hyper original autour, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est le genre de cinéma que j'ai envie de soutenir. Ensuite j'ai vu le remake d'Evil Dead. Voilà, parce que dans ma précédente vidéo, le tag A2 avec Florian, je disais haut et fort que je détestais le remake d'Evil Dead. Et bon allez, je suis à moitié convaincue on va dire. J'ai revu du coup le remake peu après avoir tourné cette vidéo, donc voilà, c'était mon avis sur le moment. Mais avec le recul, disons que ce qui me dérange majoritairement en fait dans le remake d'Evil Dead, c'est qu'il s'appelle Evil Dead tout simplement. Pour moi, ça n'a rien à voir avec l'original, ça n'a rien à voir avec la trilogie de Sam Raimi. Pourquoi avoir appelé ça Evil Dead en fait? C'est ça que j'arrive pas à comprendre, parce que oui, ok, ils sont dans une cabane dans les bois, oui, ok, ils vont lire le fameux Necronomicon, mais il suffisait juste de changer le bouquin. Voilà, clairement on aurait mis un autre bouquin ou je sais pas, un autre artefact et ça aurait fait un tout autre film. Ce qui m'énerve vraiment dans ce film là, c'est le fait que ça s'appelle Evil Dead, tout simplement parce que j'aime trop les films originaux pour supporter une espèce de remake qui n'a rien à voir, même si individuellement il est quand même, allez je vais dire, plutôt bon. Le seul problème qui me dérange vraiment dans ce remake d'Evil Dead, c'est que les personnages sont pas du tout attachants. En fait, on les connaît pas du tout, ils arrivent, on nous explique vaguement la situation en nous disant que voilà, le personnage de Mia est toxicomane, qu'elle est là avec son frère, sa meuf et un couple d'amis à eux, et ils vont essayer de passer quelques jours dans les bois pour essayer de la sevrer. Mais c'est tout en fait, et à aucun moment je trouve que les personnages ils sont attachants, à aucun moment j'ai envie de les soutenir, je les trouve pas intéressants, je les trouve même pas clichés, parce qu'il y a des fois où dans le cliché on peut trouver un truc qui fait ben moi j'aime bien tel type de personnage dans les films. Moi par exemple j'aime bien les personnages de geeks dans les films, voilà, c'est quelque chose qui me plaît parce que c'est peut-être quelque chose dans lequel je me reconnais, donc je vais peut-être plus facilement m'attacher à ça. Sauf qu'ici ils sont même pas vraiment clichés, ils ont pas d'identité je trouve, ils ont pas de personnalité. Et ok, on regarde le film qui suit, qui propose des scènes gore qui sont vraiment cool visuellement parlant, voilà, elles sont assez dégueulasses. Le final, il y a je sais pas combien d'hectolitres de sang qui ont été utilisés, mais il y a un truc dans ce film qui fait que j'arrive pas à être convaincue à 100%. Donc on va dire que je ne déteste pas le remake d'Evil Dead, voilà, je ne le déteste pas, mais je suis quand même hyper mitigée. Ensuite j'ai regardé enfin le Director's Cut de Midsommar. J'ai acheté le Blu-ray depuis genre 6 mois et je l'avais toujours pas regardé. Ça c'est mon grand truc, hein. Vous le saurez, c'est que j'achète plein de Blu-ray mais que je ne les regarde pas forcément dans l'immédiat. C'était le cas pour Midsommar, pourtant j'étais super emballée par l'idée de la version longue, j'avais trop hâte de la voir et au final il m'a fallu ouais, peut-être 6 mois pour la regarder. En fait il y a beaucoup de scènes qui vont être ajoutées pour donner un peu plus de corps, un peu plus de substance à la relation entre Danny et Christian. Il y a certaines scènes entre deux, des scènes d'engueulade qui sont un petit peu plus longues, donc qui vont permettre un peu plus facilement de comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent vraiment. Et il y a une scène de nuit qui a été rajoutée
Et c'est assez surprenant parce qu'on nous explique bien au début du film que pendant le solstice d'été, il n'y a quasiment pas de nuit. Mais il y a un personnage voilà, qui explique que les nuits elles durent environ 1 ou 2 heures par soir. Et il y a une seule scène qui se passe de nuit, elle est hyper intéressante. Ça nous montre, je vais pas vous spoiler au cas où vous l'avez pas vu, mais ça nous montre le sacrifice d'un personnage. Et ça explique une scène qu'on voit à la fin quand ils sont en train de préparer le gros rituel du Midsommar dans la cabane triangulaire. Il y a un moment où on voit un corps dans une brouette, on sait pas très bien d'où il sort. Et en fait, ça vient de là en fait, ça vient de cette scène qui a été coupée. Je comprends pas trop d'ailleurs pourquoi elle a été coupée, parce qu'elle est plutôt intéressante et qu'elle apporte du corps à l'histoire en fait. Donc après voilà, il y a des sacrifices qui sont faits j'imagine pendant les films. Mais en tout cas la version longue est super cool. Par contre voilà, faut vraiment prendre du temps pour le mater parce que bah, du coup c'est hyper long. Et Midsommar toujours aussi efficace je pense en matière d'horreur, même s'il y en a toujours certains qui vont dire Midsommar c'est pas un film d'horreur. Si, Midsommar c'est un film d'horreur. Mais en tout cas j'ai eu presque le même effet qu'en le voyant la première fois au cinéma. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu cette impression d'être hypnotisée par cette horreur. Et notamment encore une fois la scène du sacrifice des 2 personnes âgées en haut de la falaise. Là c'était horrible parce qu'en plus je savais exactement ce qui allait arriver. Je savais exactement ce que j'allais voir et que j'avais pas forcément envie de voir parce que cette scène est vraiment dégueulasse. Mais malgré tout il y a un truc qui fait qu'on est complètement hypnotisé par ces scènes et c'est hyper perturbant, ça a un côté hyper malsain même de prendre plaisir entre guillemets à regarder ça. Mais voilà, Midsommar pour moi c'est vraiment un incontournable de 2019. Ensuite j'ai regardé le film You Should Have Left avec Kevin Bacon qui est un acteur que j'aime énormément. C'est un peu le genre d'acteur où bon, je regarde ses films juste pour le plaisir de le voir lui, voilà. Disons-le clairement. La bande-annonce m'avait beaucoup hypée, il y avait une ambiance vraiment folle qui se dégageait de cette bande-annonce, dans cette... vous voyez ce couple qui arrivait dans cette immense maison, on se doutait très bien qu'il allait se passer des trucs bizarres. Mais le film, le problème du film c'est qu'à mon avis il est pas assez ambitieux, il utilise trop de grosses ficelles et malheureusement tout ce qui arrive on le voit venir mais à 3 km et il n'y a pas vraiment de surprise dans ce film là. L'histoire c'est un couple, alors lui c'est un ancien banquier qui ne travaille plus parce qu'il a été suspecté d'avoir tué sa femme et en fait les gens le pensent toujours coupable même s'il a été innocenté. Il a un petit début de soixantaine je dirais, il est marié avec une jeune actrice qui a une petite trentaine et en fait voilà leur couple il fait un petit peu débat, elle on sent qu'elle est peut-être un petit peu volage. Et ils décident de partir passer quelques jours de vacances dans une maison en Écosse, il me semble, ou au Pays de Galles. Et arrivés sur place, ils se rendent compte que la maison déjà est bizarre parce qu'elle paraît beaucoup plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, comme les Tardis. Ça raconte pas grand chose, voilà, on suit des personnages qui sont dans une maison qui aurait été bâtie par le diable, qui serait là pour prendre l'âme des gens. Donc on se doute très bien qu'il y a un des deux dans le couple qui est coupable de quelque chose et qui cache quelque chose à l'autre. C'est pas forcément celui qu'on croyait, etc. C'était bien mais c'était vraiment pas ouf, j'étais quand même assez déçue parce que je m'attendais à beaucoup mieux que ça, surtout que c'était le même réalisateur que le film Hypnose et du coup ça m'emmène au film suivant parce que pour rattraper ça, le lendemain j'ai regardé Hypnose. Donc Hypnose toujours avec Kevin Bacon, c'est un film qui est assez vieux, qui date de fin 90, je me souviens j'étais allée le voir au cinéma. C'est un film que j'aime énormément, c'est une histoire de fantôme mais tellement bien travaillée, les personnages sont tellement bien écrits et en fait en contraste avec le film précédent, c'est complètement fou que le même réalisateur, avec plus ou moins la même équipe, le même acteur, ça soit aussi éloigné de l'un de l'autre. Hypnose, c'est un film que je trouve hyper personnel parce que il y a un vrai attachement qui se crée par rapport au personnage. Même le personnage du fantôme, on s'y attache énormément. Et je trouve que c'est hyper bien foutu et surtout que Hypnose, ça fait hyper peur quand on le regarde. Il y a des scènes qui sont terriblement angoissantes. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on y suit une famille qui habite dans une petite banlieue à Boston et le mari il est plutôt terre à terre on va dire. Il est hyper sceptique quand sa belle-sœur se met à lui parler d'hypnose, qu'elle a déjà réussi à hypnotiser des gens. Donc il lui demande de l'hypnotiser pendant une soirée et le lendemain il commence à avoir des espèces de visions d'une jeune fille chez lui. Et en fait il se rend compte qu'elle a beaucoup trop ouvert son esprit et que il arrive à capter les morts et il veut à tout prix sauver cette jeune fille qui serait morte dans sa maison. C'est génial ce film, franchement je trouve qu'il vieillit absolument pas. Bon il a un esprit hyper années 90 c'est sûr et certain, mais bon vous savez que c'est quelque chose que j'aime énormément donc je vais pas m'en plaindre.
Mais c'est un film qui marche encore à chaque fois que vous le regardez, il y a un truc qui fait que ce film est génial. Ensuite j'ai découvert le film Behind the Mask qui est un slasher méta vraiment drôle, vraiment original, j'ai adoré, ça faisait des années que j'en entendais parler et que je ne sais pas pourquoi je ne le regardais pas. Je l'ai enfin découvert et franchement j'ai pas du tout été déçue. En fait on se retrouve dans un univers on va dire réaliste mais dans lequel les tueurs de slasher, donc Freddy, Michael Myers, Chucky, Jason Voorhees existent bel et bien, ce sont des personnages tout à fait réels et on suit un personnage qui veut être le nouveau tueur de slasher incontournable et il se fait suivre par une équipe de journalistes plus ou moins amateurs, je pense que ce sont des étudiants. Et ils le suivent en fait dans toute sa préparation pour entamer sa grande carrière de tueur masqué. Et c'est vraiment trop drôle parce qu'on va vraiment se moquer entre guillemets des slashers qu'on a l'habitude de voir. Il y a des fois où dans les slashers il se passe des trucs complètement improbables. On se dit mais non en vrai ça arriverait jamais. Et lui en fait il nous explique plus ou moins que c'est des tours de magicien que les tueurs de slashers ils font. Donc on le voit bien essayer de choisir ses victimes pour trouver sa final girl, son geek, son sportif, etc. C'est vraiment super drôle, franchement si vous l'avez pas vu je vous recommande vraiment de le regarder parce que c'est un film qui est vraiment super original, qui sort vraiment du lot. C'est un slasher méta, au début c'est du fan footage parce que du coup on suit l'histoire par rapport à la caméra des journalistes et ensuite ça se transforme vraiment en film normal à partir du moment où il va commencer sa tuerie. Ensuite j'ai enfin vu le film The Haunting, donc c'est La Maison du Diable qui est un film qui est sorti en 1963, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas regardé un vieux film d'horreur, un film d'horreur en noir et blanc. Je l'ai regardé parce que j'ai lu le livre La Maison Hantée dont le film est inspiré, je vous en parlerai du coup en fin de vidéo dans la partie livre. Mais j'ai beaucoup aimé parce que c'est un film d'horreur qui est vieux et qui du coup est vachement ancré dans son époque, ne serait-ce que dans sa façon de faire peur. Donc il n'y a pas d'effets spéciaux. Ça va être juste des mouvements de caméra qui vont vous donner l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge. Ça va être dans la façon de construire les décors pour donner l'impression que la maison est biscornue. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que ça prouve très bien qu'on peut faire peur au public avec rien du tout. Juste en lui suggérant des éléments, en lui faisant croire qu'il se passe quelque chose, on arrive à capter son attention et à lui faire peur et je trouve ça absolument génial. L'histoire de La Maison du Diable, vous la connaissez sûrement parce qu'après il y a eu le remake Antise qui est sorti en 1999. Donc on suit trois personnages qui vont se rendre dans un manoir hanté, le manoir de Hill House. Donc ça aussi ça devrait vous évoquer quelque chose. Ils y vont en compagnie d'un professeur qui veut travailler sur les phénomènes paranormaux qui se seraient passés dans Hill House. Donc il va les emmener là parce que ce sont des personnes qui sont censées être réceptives aux phénomènes paranormaux. Et effectivement il va commencer à se passer des choses plutôt étranges, notamment par rapport à l'un des personnages qui semble beaucoup plus réceptif que les autres. Dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé La Maison du Diable, j'ai trouvé que c'était bien filmé, je trouvais que c'était bien interprété. Après c'est vraiment les clichés horrifiques à l'ancienne j'ai envie de dire, avec vous savez ce genre de scène avec une nana en chemise de nuit qui court dans les couloirs et qui s'emballe dans les rideaux en courant et en hurlant de terreur. Mais en le regardant, voilà, en prenant en compte le fait que c'est un film de 1963, on se doute très bien déjà qu'à l'époque, les gens avaient dû avoir super peur en le voyant. Et j'ai trouvé voilà, qu'il marchait quand même très très bien et qu'il marche beaucoup mieux que le film Antise. Et pour finir, dans les films, j'ai regardé le film Torment qui est avec l'actrice Catherine Isabelle, qui est une actrice que j'aime beaucoup. Du coup, on m'avait recommandé de voir ce film-là avec elle. C'est un petit film d'horreur direct to vidéo. Voilà, je l'ai vu sur Amazon Prime d'ailleurs. On suit une famille qui va passer le week-end dans sa maison secondaire et ils vont être victimes d'une bande de zinzins. Donc c'est à mi-chemin entre le home invasion et le survival parce qu'après au bout d'un moment ça ne se passe plus dans la maison, ça va se passer à l'extérieur. C'est un peu le genre de film qu'on a l'impression d'avoir déjà vu 1000 fois. Il n'y a rien de super original. Regardez-le si comme moi vous aimez bien Catherine Isabelle, mais voilà, vraiment sans plus. Après niveau série télé, j'ai regardé Reality Z, donc qui est le fameux remake de Dead Set en version brésilienne. Je vous en avais parlé du coup dans ma vidéo sur les séries d'horreur à voir absolument. Je vous avais parlé de Dead Set, je vous avais dit que j'avais entendu parler d'un remake, sauf que dans les commentaires quelqu'un m'a dit mais ça sort le mois prochain là, ça sort maintenant. Et c'est sorti mi-juin sur Netflix. Et c'est très mauvais, c'est très très mauvais. Voilà, ça n'a rien compris
à Dead Set en fait. C'est ça le problème majeur de cette série, c'est que ça se veut un remake, sauf que c'en est pas du tout un. Donc on prend le même principe que Dead Set, à savoir une invasion de zombies pendant que des candidats de télé-réalité sont au cœur d'une émission. Donc imaginez Secret Story, donc voilà, avec des gens qui sont enfermés dans une maison et il y a une attaque de zombies à l'extérieur et donc forcément eux à l'intérieur ils sont pas au courant. L'idée elle est géniale, mais voilà, dans Dead Set c'était hyper bien exploité, c'était hyper bien utilisé, c'était très intelligent, c'était très court comme format parce que la série fait que 5 épisodes. Elle est dispo sur Prime Video d'ailleurs si ça vous intéresse. Mais en tout cas le remake, déjà je crois qu'ils sont partis sur 10 épisodes. Moi sincèrement j'en ai vu 4. Et encore le quatrième je l'ai vraiment subi, je l'ai vraiment regardé en me disant allez c'est dans cet épisode là ça passe ou ça casse, si je ne peux plus supporter la série après cet épisode j'arrête. Et c'était un calvaire quoi, c'était un calvaire. Au bout du quatrième épisode ça avait toujours pas décollé. Vraiment cette série c'était la catastrophe, les personnages sont épouvantables. Il y a peut-être un personnage qui sort un petit peu du lot mais je m'en souviens vaguement, je sais que c'est un homme mais j'en ai déjà plus aucun souvenir. C'est long, c'est lourd, il y a des blagues, des espèces de running gags qui sont nuls avec un personnage qui fait que péter et que rôter. Ça c'est vraiment le genre de délire que je ne comprends absolument pas, je comprends même pas ce que ça fait là. J'ai rien aimé, franchement j'ai rien aimé. À chaque fois qu'il y a une attaque de zombies il y a une espèce de musique métal qui se met en route, mais à chaque fois c'est la même qui revient. C'est hyper redondant, c'est nul. Franchement, après je comprends qu'on puisse aimer, voilà, je ne renie pas ça. Si vous avez aimé, dites-moi pourquoi, essayez de me convaincre parce que en tout cas moi j'ai trouvé ça vraiment mauvais. Peut-être que si j'avais pas vu Dead Set, peut-être que j'aurais apprécié. Mais en tout cas, après avoir vu Dead Set, c'est pas possible. Pour les séries, c'est plus ou moins tout ce que j'ai regardé parce qu'après j'ai regardé 4 épisodes de Into the Dark, donc je vous en avais déjà parlé le mois précédent il me semble. C'est une série d'anthologie mais en fait ce sont des films, c'est pas des épisodes qui durent 40-50 minutes, c'est des films qui durent à chaque fois entre 1h10 et 1h30, c'est produit par Blumhouse et chaque épisode est centré autour d'une fête aux États-Unis. Donc j'ai regardé l'épisode qui s'appelle Pilgrim, donc c'est l'épisode de Thanksgiving qui est plutôt original au départ. On suit une famille qui a envie de faire un Thanksgiving traditionnel. Donc ils embauchent des acteurs qui sont censés jouer des pèlerins, voilà les premiers pèlerins de Thanksgiving. Sauf que les acteurs sont beaucoup trop impliqués dans leur rôle et qui vont devenir complètement fous, qui vont se mettre à les tuer. L'idée était très bonne, mais ça part dans un délire grand guignol. J'ai pas compris ce qui s'était passé. Je sais pas si c'était censé faire peur ou si c'était censé faire rire. Et ça c'est quelque chose que je trouve toujours assez gênant quand je regarde un film d'horreur, c'est de ne pas comprendre quelle est l'intention du film. Parce qu'un film d'horreur qui a envie de te faire rire, c'est quelque chose que je peux totalement accepter si c'est vraiment volontaire, si c'est vraiment fait exprès, si c'est vraiment bien mis en scène. Mais un film d'horreur qui te fait rigoler alors que c'était peut-être pas son intention, c'est quand même pas terrible. Et là je suis pas sûre que c'était l'intention du réalisateur de vouloir nous faire rire, sauf que ça tire vraiment au grand guignol avec des scènes de cannibalisme qui sont complètement nulles, complètement ratées. Ensuite j'ai vu un épisode d'Halloween qui s'appelle Uncanny Annie. Alors c'est pas mal, il y a un bon concept. Après est-ce que ça sera mémorable, est-ce que je m'en souviendrai longtemps, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas le concept est plutôt cool. On va suivre une bande d'étudiants dans une maison qui fête Halloween. Et en fait dans leur grenier ils vont trouver un espèce de jeu de société. Ils vont se mettre à y jouer, sauf qu'en fait c'est un jeu de société qui va arriver dans la vraie vie. Et ils vont devoir affronter des espèces de démons, des espèces de monstres en vrai. Et s'ils meurent dans la réalité, eh bien ils sont piégés dans le jeu. Alors c'est peut-être pas le concept le plus original, voilà, c'est genre le Jumanji d'Halloween. Je dirais que ça fait peut-être partie des meilleurs épisodes d'Into the Dark. Ensuite j'ai vu celui qui s'appelle I'm Just Fucking With You, qui est l'épisode du 1er avril, donc autour de la blague et de l'humour. On suit un frère et une sœur qui se retrouvent dans un motel parce que le lendemain ils doivent se rendre au mariage de l'ex du frère. Sauf qu'on découvre que le frère c'est un troll sur internet qui est tout le temps en train de pourrir la vie de tout le monde et notamment de pourrir la vie de son ex en publiant tout le temps des saletés sur elle, sur Twitter, sur Facebook, etc. Et il va se retrouver pris au piège dans ce motel par un gérant qui est très bizarre, qui fait des blagues lui aussi, mais des blagues de très mauvais goût et des blagues qui finissent par tuer les gens. Et on se rend compte que c'est un peu tel les prix qu'il croyait prendre, voilà. Un épisode qui est original, voilà, dans le traitement des couleurs, c'est hyper néon, hyper fluo.
On a ce personnage du gérant qui est complètement fou, qui est à fond de drogue, d'alcool, qui est jamais sérieux, on sait jamais s'il va tuer les gens ou s'il est juste en train de leur faire une blague. C'est un épisode vraiment bizarre avec une fin assez cool. Voilà, la fin par contre elle est vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je pense que peut-être que celui-là aussi fait partie des meilleurs épisodes d'Into the Dark. Et ensuite j'ai vu l'épisode qui s'appelle They Come Knocking avec la fête des pères, si je dis pas de bêtises, oui c'est la fête des pères. On suit un père et ses 2 filles qui partent en road trip en caravane après le décès de la mère de famille. C'est un film qui est plutôt intéressant parce qu'il va utiliser plein d'éléments du film d'horreur pour au final nous faire passer un message sur le deuil. J'ai trouvé que c'était bien tourné, voilà. La petite famille va se retrouver piégée par une sorte de bande d'enfants bizarres, un peu La colline à des yeux mais avec que des gamins. C'était pas mal, c'était bien traité et puis voilà, il y avait quand même quelque chose d'assez attachant, d'assez émouvant dans l'histoire, donc j'ai plutôt passé un bon moment en le regardant. Pour les séries c'est tout, et pour les bouquins j'ai lu donc La Maison Hantée de Shirley Jackson. La Maison Hantée c'est donc son roman le plus connu, c'est une histoire vraiment bizarre parce qu'en fait les personnages sont pas du tout attachants. Et en fait ce qui m'a dérangé entre guillemets dans ce livre là, c'est le traitement des personnages qui sont quand même assez antipathiques. Mais le problème c'est que le livre est plus ou moins du point de vue du personnage d'Eleanor. On a l'impression qu'elle a un trouble mais qui est jamais nommé. En fait j'ai l'impression qu'elle est parano, tout simplement, qu'elle est parano parce qu'elle a vécu très longtemps toute seule avec sa mère qui était malade, elle devait s'en occuper, etc. Donc c'est quelqu'un qui est pas du tout sociable, qui a pas du tout l'habitude de vivre avec des gens, de dialoguer avec d'autres personnes. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment assez à part et au final il y a des fois où elle va s'attacher très très vite aux personnages, les trouver géniaux, les trouver super sympas, vouloir partir vivre chez eux après. Et d'un autre côté, presque le soir même, elle va se dire mais non ils sont méchants, ils parlent de moi. Donc ça fait qu'on a une drôle de perception des personnages parce qu'on sait jamais s'ils sont vraiment sympathiques ou s'ils sont vraiment antipathiques parce qu'on est toujours du point de vue de ce personnage là qui est toujours entre deux eaux. Donc c'est hyper bizarre dans le traitement des personnages. Après au niveau de l'horreur c'est vraiment pas mal parce que comme le film c'est énormément dans la suggestion. Au final quand le livre est terminé on se dit il s'est pas passé grand chose, il n'y a pas eu de trucs spectaculaires. Mais il y a une ambiance, il y a une atmosphère qui se dégage de ce livre là qui est angoissante, qui fait peur. Et si vous avez suffisamment d'imagination quand vous lisez, moi j'arrivais bien à m'imaginer cet immense manoir avec ces pièces qui donnent jamais sur l'endroit qu'on pense trouver derrière la porte. J'ai bien aimé, mais après voilà, je voulais surtout faire la comparaison avec le film La Maison du Diable, le film Antise et la série The Haunting of Hill House. Et l'adaptation la plus fidèle du coup ça sera La Maison Hantée. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez plein de nouvelles idées de films à regarder. J'espère aussi que je vous donne envie de lire les livres dont je parle à chaque fois. J'essaye de toujours être un petit peu vague quand je parle des livres parce que personnellement j'aime pas trop connaître vraiment le tenant du livre avant de le bouquiner. Mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires quels sont les films qui vous intéressent, quels sont ceux qui vous intriguent. Dites-moi si vous avez aimé Reality Z et dites-moi si vous avez déjà lu un roman de Shirley Jackson. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager dans mon travail. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!